Retrouver nos intervenants de la journée pour un dernier temps d'échange qui est pensé comme un espace de dialogue. Donc on a Kevin et Félix que vous reconnaissez de ce matin qui nous ont présenté les technologies low-tech de restauration des cours d'eau. Félix, le bureau d'études Permalab, et puis Kevin, éternel étudiant, j'ai envie de dire, donc, qui a repris ses études en reconversion et qui a produit un mémoire de référence que peut-être on pourra tous télécharger, lire, qui est là-bas après. Vous connaissez déjà aussi Somac qui nous a donné une brillante conférence avec plein de fils que nous pouvons tirer. Floriane, étudiante, enfin non, ça y est, diplômée de master en sociologie, qui a fait son mémoire sur le chantier et l'ouvrage que vous avez visité ce matin et l'échange Erasmus avec les jeunes. Et Noémie du collectif Petit Pois Princesse que vous n'avez pas encore vu, mais qui va se produire en spectacle pour nous juste après. Après le repas. C'est bien de préciser. On va partir sur deux angles parce qu'il a été dit beaucoup de choses dans cette journée. Somac l'a aussi souligné, on a parlé de changement de paradigme. Anne et les équipes de la FRAPNA nous ont aussi dit, presque quelque part, c'était ce qui les avait les plus animés pour lancer tout ce projet, c'est-à-dire vraiment au-delà de la technologie, même au-delà du low-tech, essayer de voir comment est-ce qu'on peut transformer notre rapport à la nature ou, après la conférence de Somac, on pourrait dire cultiver des liens d'attachement d'une nature différente. Donc le premier tour de table, j'ai peut-être envie déjà de vous demander, rapidement, dans votre expérience à vous, quel est le moment fondateur de votre rapport à la nature, dite de manière générale, ou au milieu, plus spécifiquement dans lesquels vous vivez? On fait un premier tour rapide, Kevin. D'accord, du coup, moi, ça a commencé dans l'enfance, je pense, par les rivières, et c'est pour ça que je me reconvertis dans les rivières, parce que c'est vraiment ça qui me fait connecter à la nature, notamment par la pêche, avec mon grand-père au bord de l'eau, etc. Et c'est pour moi, il s'est passé quelque chose de magique, c'était quelque chose qui me rendait vivant, et du coup, en vieillissant, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose de spécial à creuser. Et du coup, mon rapport à la nature s'est fait surtout par ça. Pour moi, de mon côté, je dirais qu'il y a eu deux moments. J'ai grandi à la campagne, dans un village au nord de l'Alsace, et j'ai eu la chance du coup d'avoir une enfance très libre. Je jouais dans les cours d'eau, les forêts, les insectes, et ce rapport, j'ai presque envie de dire d'extase matérielle, en fait, de joie comme ça quand on est petit, et que nos parents ils nous disent juste te rentres à l'heure, et tout le reste de qu'est-ce que je faisais, ça les intéressait pas. Et le deuxième, c'est à la préadolescence, au Laos, où en fait on a de l'électricité toute la journée, et à 21h, il n'y a plus d'électricité dans le village, et tout est envoyé en Thaïlande. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais complètement dingue. Et les barrages qui étaient par contre au niveau du village. Donc ça, c'était l'autre moment où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Moi, j'ai eu la chance aussi de grandir en campagne. J'ai un papa qui est agriculteur, qui fait du lait bio. Donc pour moi, c'était tellement normalisé d'être au milieu de la nature que pour moi, c'était impensable de vivre autrement, quoi, finalement. Et en fait, en grandissant, en faisant mes études, j'ai été amenée à me déplacer en ville, à vivre en ville, etc. Et en fait, c'est en connaissant la ruralité et le milieu urbain, on va dire, que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement encore à faire. Et j'ai eu la chance aussi de faire un an d'études en Irlande, en Erasmus, justement, en troisième année de licence. Et j'ai eu des cours d'anthropologie environnementale, et c'est là où je me suis dit, ah mais ça y est, je sais ce que je veux faire. Voilà. Moi, je dirais que moi, j'ai grandi en banlieue est de Paris, donc plutôt dans le gros urbain bien densifié. Et j'ai eu la chance d'aller régulièrement dans les bocages normands, et d'avoir l'alternance des deux m'a beaucoup marqué. Donc j'ai fui l'urbain le plus rapidement possible, et je pense que ça a laissé des marques quand même d'avoir connu le bitume, et de savoir ce qu'on ne rate pas quand on est à la campagne. Alors moi, j'ai eu la chance, je crois, de toute petite, de passer de la banlieue parisienne au Morvan jusqu'à arriver en Ardèche et grandir dans une vallée
composée d'une population éclectique de néo-ruraux, écolos, comment ça s'appelle, hippies, etc., avec des grandes idéologies d'installation, et une guerre avec tous les locaux, donc plutôt chasseurs, bergers, etc. Et j'ai réussi à me faufiler là-dedans. Comme je savais vraiment ce que c'était que la ville, une ville en expansion, même si j'avais 2 ans, je voyais les grues, le béton, une banlieue en transformation. Quand j'ai pu poser mes pieds dans cette vallée ardéchoise, un affluent de l'Ardèche, c'est devenu un terrain de nourriture, d'exploration. Je connaissais les meilleurs endroits pour manger, cueillir, etc. Observer les ruisseaux, il fallait que je m'y baigne l'hiver, au moment le plus froid. Du coup, voilà, j'ai eu un rapport physique, et ensuite de voir les dualités, enfin les oppositions entre les différentes manières de vivre et d'habiter un lieu, même si c'est un tout petit lieu, bah, ça m'a vraiment donné envie de faire le métier que je fais, c'est-à-dire du théâtre documentaire, pour aller écouter comment pousser un maximum de portes et se demander comment vous faites pour vivre, et comment vous regardez le monde, comment vous êtes traversé par ce monde, et qu'est-ce que vous en faites avec. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Nelly Ponce et je suis autrice conférencière, et je suis née dans les collines de l'arrière-pays marseillais, où j'attendais qu'une chose, c'était de partir avec les chiens dans les collines, et c'est là qu'est né mon lien à mon milieu. J'ai envie de revenir avec toi, Floriane, pour commencer, puisque tu as ce regard de sociologue, justement. Alors, on a compris, quand tu nous as parlé de ton mémoire, que ton étude finale, tu l'as menée dans un endroit très situé, avec une population de jeunes très situés aussi, qui ont un lien d'attachement à la nature particulier, de fait des choix déjà qu'ils ont opérés dans leurs études. Néanmoins, est-ce que tu pourrais nous dresser un petit panorama des différentes visions que tu perçois aujourd'hui chez les différentes jeunesses, puisque tu le disais aussi très justement tout à l'heure, il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Oui, alors très bonne question. Alors, je prétends pas connaître toutes les jeunesses, bien sûr, mais comme je dis, j'ai eu la chance du coup de connaître la ruralité et le milieu urbain, et en plus d'avoir fait un transfuge de classe, et du coup de connaître et des gens, on va dire, un peu plus prolétaires, donc dans mon milieu familial de base, et des gens avec qui j'étais à l'école, etc. Et en grandissant, en faisant mes études, des gens, on va dire, beaucoup plus aisés. Et là, avec ce BTS, d'avoir la chance de connaître des gens qui font des études très spécifiques dans le milieu naturaliste. Donc, on va dire que je vais me baser sur ça, mais je trouve que c'est quand même déjà un milieu un peu, on va dire, hétérogène. Attends, c'était quoi la question déjà? Je suis perdue. Est-ce que tu donnerais un petit panel Ah oui. Oui, Voilà, c'est ça. Eh ben, par exemple, si je dois parler des étudiants et étudiantes en GPN, je vais commencer par eux, parce qu'ils sont là. On va dire que le rapport est du coup, comme on a dit, beaucoup plus, on va dire, professionnalisant, je vais dire ça comme ça. On voit, enfin moi en tout cas, j'ai eu cette impression-là, que c'était un rapport à la nature qui était vraiment de gestion, et de vraiment vouloir agir, etc. Et de se dire, on fait ci, on fait ça, et puis c'est comme ça quand on y va. Je trouve que c'est d'ailleurs ce qui a été dit dans les entretiens dans les entretiens que j'ai fait avec eux, c'est que cette expérience d'ouvrage low-tech les ont vachement ouverts, en fait, les ont aidés à se dire, il y a d'autres manières de faire, et ils m'ont tous et toutes dit, maintenant j'aborderai les chantiers que je vais faire dans mes études futures et mon métier futur. En gros, je penserai tout le temps à ce qu'on a fait là dans les rivières, et me dire, est-ce qu'il y a un moyen de faire de la même manière, quoi. Donc déjà ça, donc je trouve qu'il y a du coup cette approche, on va dire, un peu plus pragmatique, gestionnaire, etc., où on voit la nature comme quelque chose qu'on a envie de préserver, mais sans forcément se dire qu'on va la politiser. Je dis ça parce que du coup, là je pense à la jeunesse
que je connais le plus, on va dire, c'est celle de la jeunesse que j'ai rencontrée en faisant mes études, donc des gens qui viennent de milieux, on va dire, plus urbains, du coup, qui ont en tout cas dans les milieux dans lesquels j'ai pu évoluer, que ce soit dans mon milieu étudiant ou militant, on va dire, c'est une jeunesse qui n'est pas forcément du coup en contact avec la nature, mais qui va militer pour et qui va se bouger de manière autre que du coup d'aller dans des études de gestion de protection de la nature ou autre, on va dire biologie ou n'importe. En tout cas, des études en rapport avec la nature. Mais par contre, qui à côté vont investir énormément de temps pour la préservation de l'environnement, etc. Mais de manière, on va dire, du coup, beaucoup plus politique, engagée, on va dire, avec des actions plus coup de poing, etc. Et du coup, qui ont par contre un rapport à la nature direct, on va dire matériel, qui est totalement moindre, on va dire, pour beaucoup d'entre eux. Et la troisième jeunesse, donc on va dire la jeunesse que je connais depuis mon enfance, qui eux aussi ont baigné dans ce lien à la nature, mais du coup qui eux étaient un lien à la nature du coup très matériel, qui pareil ont vécu en campagne, etc. Donc qui pour eux c'est totalement normal d'aller à la mer, d'aller en forêt, de vivre au milieu des champs, etc. Mais qui par contre ont un lien beaucoup plus très très distancié, on va dire, à la nature. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir il y a une réflexion, enfin on va dire un recul qui est beaucoup moindre, il y aura on va dire répétition de ce qu'ils connaissent. Donc c'est-à-dire si le père est chasseur, ils vont devenir chasseurs, ils vont pas se questionner sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, alors que sans rentrer dans le débat, je vais pas rentrer là-dedans bien sûr, mais ils vont pas, il y aura beaucoup moins d'interrogations sur par exemple l'agriculture productiviste, etc. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis et de connaissances d'enfance qui ont des parents agriculteurs et qui pourtant sont en contact de la nature tous les jours et qui voient à quel point l'agriculture trop intensive, trop productiviste est absolument dévastatrice, mais qui vont pas forcément se questionner dessus et qui vont continuer d'aller dans ce schéma-là et qui, quand on les interroge là-dessus, parce que moi j'adore faire ça, les interroger là-dessus, essayer de pousser et d'essayer de leur faire voir qu'il y a autre chose, je me prends des murs et des grosses, grosses réflexions, dirons-nous. Donc voilà, à peu près. C'était très long, pardon. Ça me fait penser, ce que tu disais à l'instant, au film Le Vivant qui se défend de Vincent Verza. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il fait tout à fait partie de cette génération de militants qui à un moment réalise qu'il ne sait même pas, finalement, qu'il n'a pas de contact avec ceux, que ça reste très théorique pour lui. Et donc et je trouve que c'est le moment le plus touchant du film. Enfin, pour moi, c'est la raison d'être du film, en fait, cette conscience-là. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Merci. Félix, toi, tu m'as dit quand on préparait la table ronde par téléphone que tu venais avant tout d'un milieu agro et d'agriculture régénérative aussi, évidemment, toujours dans cette approche, et que du coup, ton bureau d'études accompagnait beaucoup ce public d'agriculteurs et plus récemment un public de collectivités, et que par ce biais-là, vous avez des contacts avec peut-être des nouveaux profils d'agriculteurs qui ne sont pas nécessairement les pionniers les plus engagés en agriculture biologique ou en agroforesterie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de leur lien au cours d'eau, par exemple en particulier, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, et des évolutions que tu as pu constater sur le terrain? Ouais, c'est pas un sujet facile pour nous parce que du coup donc c'est vrai qu'on a commencé par travailler avec des gens qui avaient déjà actionné pas mal de leviers agroécologiques de diverses natures, de couverts végétaux, voire d'agroforesterie pour certains, et qui avaient envie d'aller plus loin avec la question de l'eau, des eaux de surface, d'écoulement, donc plutôt de les infiltrer. Et c'est hyper intéressant de travailler avec d'autres types de profils, quoi. Alors, c'est assez partagé, mais il y a évidemment ce lien au cours d'eau comme une... Il y a un peu de tout, mais il y a un peu une gêne du cours d'eau forcément qui reste très présente, et en même temps une reconnaissance du fait que le cours d'eau a apporté une fertilité aux terres, et il y a un peu ce paradoxe et cette double conscience que évidemment que c'est les inondations qui ont permis de ramener cette fertilité qui aujourd'hui permet des rendements qu'on a sur ces terres-là, et qu'en même temps
à l'échelle individuelle, en tant qu'agriculteur, c'est hyper compliqué de redonner de l'espace au cours d'eau, parce que c'est vu comme une perte de production nette, en fait, et en grande partie, c'est vrai, en tout cas à court terme, à très court terme. Donc nous, on fait des paris sur un temps plus long, mais en fait, on peut pas donner l'assurance aux agriculteurs qu'ils vont retrouver leurs billes. On peut juste donner des pistes, mais on n'a pas cette prétention-là. Donc les gens qui font ce pari-là prennent vraiment des risques. Et du coup, de plus en plus, on essaye de pousser les collectivités à s'emparer de ces sujets et à financer en fait simplement ces aménagements, parce que la retombée, elle est pour l'ensemble et pour la collectivité, pour la société. Et les agriculteurs, c'est beaucoup médiatisé autour du lien à l'écologie en général et de l'ensemble de l'empilement de contraintes qui les accable. Et ce qui est vrai, il faut voir la quantité de dossiers qu'ils ont à remplir pour la moindre démarche. Il n'y a pas qu'en milieu rivière, en milieu agricole aussi, c'est hyper administratif. Et donc, je pense que c'est intéressant, ce serait riche de ne pas rajouter des contraintes par-dessus les contraintes, mais de pouvoir reconnaître ce service-là, qui est un service de société, et du coup de le prendre en charge par la société tout entière, quoi. Noémie, tu n'as pas encore eu l'occasion de t'exprimer aujourd'hui, mais tu disais là, en te présentant, au-delà de ce que tu as pu toi-même vivre et constater dans ta Valère des Choix, je ne sais pas quelle elle est exactement, tu n'es peut-être pas obligé de dire où tu vis, mais dans ton expérience de théâtre documentaire, donc c'est plus de 15 ans quand même sur le terrain à aller collecter des paroles d'habitants, j'imagine sur plein de sujets différents, mais j'imagine aussi dans plein de biotopes différents, parfois plus urbains, parfois plus ruraux, puis il y a différents types de ruralité. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un petit peu les différents liens à la nature que tu as pu observer en lien avec justement un mode de vie, une pratique culturelle par exemple, nous faire un petit... bon, c'est 15 ans d'expérience, donc en 2 minutes et demie, mais on va y arriver. Je vais regarder mes collègues dans les yeux et ils vont me faire de la télépathie. Non, c'est sûr que déjà... donc nous, on a commencé en 2008 et on répond à des appels à projets nationaux. On candidate et on est reçu. Déjà, ça c'est un contexte, on est mercenaires des appels culturels qui demandent l'implication des habitants dans leurs projets. Et donc tout le travail qu'on doit faire, c'est trouver l'angle qui va nous permettre de les aborder. Le premier rappel à projet qu'on a fait, c'était l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants sur le territoire du Mille-Vaches en Limousin. Et donc, nous, on abordait les gens par la porte. Et donc, pour moi, c'est juste important de préciser qu'on a une approche sociologico-anthropologico-poétique. Et c'est la dimension poétique de la façon dont on aborde les gens. On peut passer entre 5 minutes, on va dire, quand le micro-trottoir n'a pas marché, à 5 heures. Et donc, à suivre des gens au fond d'une forêt, à se faire embarquer on ne sait pas où dans des voitures. Enfin voilà, on mène des aventures avec eux vraiment. Du coup, on a le temps de s'immerger dans ce qu'eux, ils perçoivent de leur milieu. Et donc, je dirais qu'on a vu beaucoup. Je ne peux pas dire tout vu, mais on a vu beaucoup. On a été bouleversés. Enfin, moi, je me rappelle, par exemple, d'avoir été bouleversée par pile au moment où il y avait le loup, et donc dans le parc du Verdon, ils nous disaient n'abordez surtout pas le problème du loup, parce que ça va nous causer des soucis. Eh bien, en fait, il y a un élu, un maire d'un village de montagne qui nous dit vous savez, le loup, il est là, on le voit qu'il y a un impact sur la population des sangliers et des chevreuils, et qui s'arrête et qui a presque les larmes aux yeux en disant « Et je crois que je l'ai vu, et que c'était un louveteau. Je me suis arrêtée, j'ai vu des traces, et je crois que je l'ai vu. » Et donc, soudain, ce gars qui était plutôt chasseur, rural, vous voyez, qui d'un coup était chaviré par... ou alors c'est moi qui des antennes, et il l'était peut-être pas. Voilà.
On a aussi, vous voyez, on a rencontré ce genre quand on prend le temps de bien écouter, de passer du temps avec les gens, en fait, on rentre dans des profondeurs qu'on ne suspectait pas. On rentre dans l'aquifère, là. Vous voyez, on rentre dans les strates préhistoriques de leur mémoire, ou je sais pas quoi. On a aussi vu là très récemment un gars qui était tout fier d'avoir réussi à faire sa mare dans son jardin en Essonne, là où il y a énormément de télétravail et où des gens viennent se mettre au vert. Et donc un jour il a reçu la visite des gendarmes parce qu'il y avait une grenouille rousse, je crois, qui coassait au moment des visios et que ça n'allait pas du tout. Que ça le faisait pas parce que ça faisait pas assez sérieux. Donc, vous voyez, on a entendu ça. Et donc, je sais. En fait, là, je vais avoir 500 exemples de relations, mais je peux dire que celle qui rassure le plus, en fait, globalement, c'est celle où il y a comme une espèce de continuité. On a travaillé dans des territoires où il y a une continuité de transmission. Il y a des bouleversements, des changements climatiques, et les gens donc soit vont vers, ils vont un petit peu vers la nostalgie, un petit peu vers l'espoir, un petit peu vers le bon sens, et donc il y a une dynamique. Ce qui est plus inquiétant, c'est ceux chez qui c'est foutu, on s'arrête. Enfin, il y aura plus d'après. Et là, sur le territoire du Gard et Lozère où on était, ce qui était magnifique, c'était vraiment qu'on sentait la puissance des éléments de l'Hérault, de l'Égual, du Mont Égual, qui sont quasiment personnifiés. De toute façon, quand vous allez dans ces endroits-là, c'est des endroits tellement puissants, je veux dire, soit vous avez trop d'eau, soit pas assez. Vous êtes obligé de vous incliner, et les gens savent s'incliner, en fait, savent s'incliner depuis des temps très longs, et ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi l'Hérault, donc qui débaroulait, vous voyez, on imagine une chute d'eau, un toboggan, et puis la vallée, voilà. Et donc ça emportait toutes les pierres, les sédiments qu'ils avaient installés, et ils disaient, après la crue, nous, on allait curer. Ils nous prenaient la terre, nous, on la reprenait à l'Hérault. Ils nous la volaient, on la reprenait. Et donc tout ça, maintenant, avec l'OFB, les lois, etc., c'est plus compliqué. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon... Kevin, dans le mémoire que tu as exposé tout à l'heure en partie, tu m'as dit que tu avais travaillé notamment sur le rapport au cours d'eau et les évolutions dans le temps de nos perceptions. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un petit peu ce que toi tu as pu observer, notamment dans tes ressources bibliographiques ou autres dans tes recherches, et est-on si déconnecté que ce qu'on nous dit, que ce qu'on dit dans les médias, ou est-ce que c'est une question de où est-ce qu'on place le rapport et comment il évolue aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est très clair ma question. Oui, c'est clair. Du coup, moi, dans mon mémoire, je n'ai pas forcément analysé la perception du grand public. Donc, je vais essayer d'en dire deux mots. C'est un petit peu en dehors de mon domaine d'expertise, mais c'est vrai qu'avec Félix, Anne, etc., on a fait des formations qui étaient destinées aux acteurs de l'eau. Donc, ce n'était pas non plus ouvert au total participatif aux citoyens. Mais c'est vrai qu'il se passe vraiment quelque chose, en tout cas dans ces techniques, on le sent. Enfin, il y a toujours une énergie, même Père Malab a organisé des sessions de formation, et c'est toujours un peu la même chose quand les gens finalement reconnectent avec le cours d'eau, ont l'impression de faire quelque chose. Déjà, en fait, rien de se rendre compte des causes de dégradation, des altérations, d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et en fait, ça réveille quelque chose, je pense, d'intuitif un peu en nous, finalement. C'est-à-dire que, voilà, on parlait de paysannerie, etc. Je pense que dans des temps profonds, il y avait des connexions au milieu qui étaient beaucoup plus fortes, et on a pris un virage de société qui s'est un petit peu déconnecté de tout ça, et on sent le besoin de la société. Je pense qu'il y a du monde aujourd'hui et qu'il y a de l'engouement pour ces techniques, et voilà, Baptiste Morisot, le livre, les vidéos YouTube qui font des centaines de milliers de vues, c'est parce qu'on sent ce besoin, je pense, de la société de reconnecter à des choses comme ça, intuitives finalement, moins analytiques, des savoirs, et voilà, c'est pas des choses forcément qu'on met en mots, mais il y a une énergie, il y a un truc qui se passe dans notre connexion à la rivière, au milieu, à la nature. Donc on sent que ces techniques-là, elles ont vraiment, je trouve, un potentiel
reconnecter, de réveiller quelque chose en nous. Voilà, il y en a qui disaient on reconnecte le chenal latéral, on se sent comme des enfants. Je pense que c'est vraiment ça. Les enfants, ils sont vraiment, quand ils sont dans la nature, ils sont vraiment purement connectés, ils ne se posent pas de questions, essayer de trop intellectualiser. Ils ont vraiment une connexion intuitive dans l'enfance. Et c'est un peu ça qui se passe quand on refait des barrages de castors, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment le côté intéressant de cette technique. Merci. Et Somak, dans ta conférence, tu parlais notamment de la manière dont on peut se réapproprier nos champs d'expérience, en tout cas de la nécessité. Tu valorisais l'approche du paysan, celui qui habite son pays, celui qui est en interaction avec son milieu. Comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui ce regard beaucoup plus régénérateur? Tu parlais aussi des différences culturelles qu'il peut y avoir entre l'Occident et certains peuples premiers. Comment aujourd'hui, dans tes observations, est-ce que tu sens poindre cette bascule ou est-ce que ça reste un entre-soi de gens convaincus? Voilà, comment est-ce que tu perçois ces évolutions et comment est-ce qu'on pourrait se réapproprier ce champ-là de manière plus globale dans nos sociétés occidentales? Je pense que dans les sociétés occidentales, en tout cas modernes, je vais le dire très vite parce que je pense que c'est bien plus vaste, il y a la question du stress. Les gens sont sous pression et quand ils ne sont pas sous pression, ils sont sous dépression. Donc comment est-ce que on sort en fait de cette dialectique tension, détente, etc., loisirs, divertissement, et d'essayer, quand je vous invitais comme ça à la vie vivante, moi j'ai envie de parler de joie. Il y a le caractère enfantin qui a été posé plusieurs fois et de dire que nous sommes en position infantile. C'était vraiment l'infance au sens étymologique du terme. En fait, on n'a pas droit à la parole. On ne nous demande pas nos avis. Et des prises de parole précédentes, moi, ce que je trouve assez intéressant de ce que je peux observer, c'est quand les gens vivent quelque chose de sensible, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils expérimentent. Et c'est de cette expérience, de ce savoir expérientiel, intime, qu'on peut investir après nos vies et avoir le sentiment d'être acteur et sans jamais nous déconnecter de cette joie enfantine et de vous dire que quand on pense à l'intérieur de cadres que je qualifie de dialectiques, comme ça, où il y a des oppositions duales, eh bien la joie, elle n'est pas dans un espace qui serait pression-dépression, elle est entre la douceur et l'intensité. Et il me semble que moi, il y a des imaginaires comme ça qu'on pourrait convoquer et investir qui font la différence. Peut-être de dire aussi que les gens comprennent de mieux en mieux que la question écologique, en réalité, c'est une question politique. Une question politique au sens social, de rapport de force, et pas seulement sous l'idée de classe sociale, où il y aurait une classe écologique, une classe terrestre, etc. Non, c'est de comprendre que nous appartenons en fait à ce même monde, que nous avons en partage et que nous le voulions ou non, en fait, il va nous falloir trouver les moyens de vivre ensemble. Et je pense que c'est parce que le mot a été dit par Noémie, la notion de poésie et de créativité, elle est fondamentale en fait. Aujourd'hui, on est en train de nous vendre, je le dis un petit peu vite, que l'intelligence artificielle va être la réponse à tout. On n'a que des problèmes techniques, donc on va y répondre de manière technique. Et puis sinon technocratique, mais qu'importe, c'est toujours sous cet angle-là. Alors que l'intelligence artificielle, de par son caractère algorithmique, elle est conforme, elle est probabiliste, alors que la vie est profondément improbable. Moi, j'ai envie de vous dire que quand on comprend que la notion d'attachement que j'ai à peine développée tout à l'heure peut être un affect politique, eh bien, ça nous sort de la dialectique aussi espoir-désespoir. Il y a peut-être quelque chose d'inespéré, d'inattendu qui peut advenir. Et comment est-ce qu'on travaille à ces conditions-là ? Et la vie est profondément improbable. Je veux dire, il suffit de regarder ce qui se passe partout dans l'univers, en fait. Et peut-être juste encore ce point d'ouverture. Moi, j'ai grandi dans une culture très bouddhiste, très animiste, où Dieu n'existe pas. Dieu n'est même pas une idée, c'est même pas quelque chose de pensable. Et vous savez, quand Blaise Pascal est arrivé en Chine, il s'est dit, mais qu'est-ce qui est plus croyable ? Moïse ou la Chine ? Toute une civilisation ultra technique, avec des ingénieurs, des ponts et chaussées tels qu'ils n'en avaient jamais vu, qui avaient déjà pensé la poudre à canon, fabriqué des pâtes, etc., avec des petites maisons avec des pignons individuels, le petit jardinet. Vous savez, ces maisons bourguignonnes, en fait, sont très inspirées des jardins de l'empereur de Chine. Et il n'y a pas de création divine.
C'était un truc totalement dingue, en fait, pour eux. Et les courants de pensée asiatiques s'inscrivent vraiment dans quelque chose de l'ordre de, vous savez, ces cultures indiennes et chinoises. En fait, il y a un linéament commun qui existait aussi dans la pensée grecque, avec l'hypokeimenon. Je ne vais pas rentrer avec les dynamis, etc. Mais c'est fondamentalement de comprendre que nos vies n'ont pas de direction, que celle que nous pouvons décider d'investir. Et autour du taoïsme, c'est comment est-ce que nous apprenons à lire le cosmos, à quelque chose qui nous apparaît comme le chaos. Et c'est peut-être cela qu'on a besoin d'investir ensemble, le chaos de la vie dans lequel on est. Nous sommes jetés, propulsés au monde, et nos existences sont comme quelque chose dans quoi nous sommes emprisonnés. Moi, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir été... qu'on m'ait demandé mon avis si je voulais vivre. Et souvent, je le dis comme ça, mes parents ne m'ont pas demandé, j'interdis qui que ce soit de me demander de justifier et de légitimer ma vie. Mais rassurez-vous, la réciproque est vraie. Et à partir de là, on peut se dire, comme on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait ? Cette fraternité, en fait, il n'y a pas d'alternative. C'est elle, la non-alternative. Et donc, de vous dire, parce que j'en ai pas du tout parlé là aujourd'hui, mais le cœur de mes travaux, c'est vraiment cet enjeu de justice restaurative. On n'aura pas les moyens d'aller tous les chercher et de faire des procès. Ça y est, là, on en a pour 3000 ans. Je veux dire, par contre, comment est-ce qu'on réinvestit le caractère vivant de nos vies et pas utile. J'ai pas envie de vous dire soyons utiles à nous-mêmes et aux autres. Non, soyons vivants à nous-mêmes, soyons vivants à la vie. Et cette notion de poétique, en fait, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, il me semble que ce que j'observe de plus en plus, c'est comment est-ce qu'on est en train de repolitiser tous nos espaces. Et il y a cette notion du politique et du poétique, la créativité. Il me semble que là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. Oui, vas-y. Je voulais juste rebondir sur un truc, l'aspect poétique, c'est extrêmement important, je pense, reconnecter avec le poétique, l'instant présent, etc. Et notre rapport à la nature dépend beaucoup de ça. Sur le chaotique aussi, vraiment, pour moi, ça a été révélateur quand j'ai fait mon rapport, qu'en fait, on a un rapport à la nature on aime la nature d'une certaine manière. C'est pas trop le bordel, c'est pas trop le chaos, c'est un petit peu organisé, c'est assez propre. Donc, et même dans le monde de la restauration des rivières, il y avait des fois un peu cette tendance-là, alors qu'en fait, comme vient de le dire Sampak, c'est que la nature, c'est chaotique, c'est bordélique, c'est incertain. Donc, le côté en nous-mêmes qui cherche la sécurité, qui cherche la certitude, qui cherche un peu le contrôle, il est un peu déboussolé, en fait, parce que la nature, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose d'extrêmement dynamique, d'extrêmement chaotique. Et les rivières, naturellement, c'est le bordel. Il y a beaucoup de bois, on ne sait pas trop ce qui se passe après une crue, etc. Donc, c'est aussi s'ouvrir à cet aspect un peu incertain et un peu chaotique de la nature. Merci. Alors, il y a, je crois, dans la salle de nombreuses associations qui, comme la FRAPNA, se posent 1001 questions sur le comment. Comment on fait pour être de plus en plus nombreux? Comment on fait pour que les citoyens se mobilisent? Comment on fait pour qu'il y ait une appropriation de ce qui a été discuté aujourd'hui? Donc j'ai envie de refaire un petit tour de table les uns et les autres dans vos expériences. Ce que vous pourriez partager comme... Alors on a eu toute la journée évidemment un exemple très inspirant de ce qui peut être fait et partagé, mais peut-être d'autres exemples, d'autres retours d'expérience. Noémie, on va peut-être justement commencer par l'art et la poésie et la manière dont vous travaillez avec le collectif. Qu'est-ce que ça apporte dans des territoires et aussi et surtout avec qui et comment déployer davantage ces formules-là ou peut-être les faire évoluer? C'est quoi vos envies en fait? Et si on avait là un coup de pied à mettre dans une fourmilière ou une baguette magique à la main, on commencerait par quoi? Alors merde, il y avait 3 questions dans ta... Du coup, nous, ce qu'on apporte, déjà, c'est en général, donc on est appelé sur des terrains par des collectivités, ça peut être des communautés de communes, villages, parcs national, parc naturel régional. Et donc, eux, forcément, leur appel à projet, l'intitulé de leur appel à projet, c'est parce qu'ils ont un problème.
et qui veulent tenter d'y apporter un regard artistique. Donc forcément, nous, et ça nous est arrivé, par exemple, sur la question de la jeunesse dans le Cantal pour une communauté de communes, qu'on nous demande à l'issue du spectacle, parce que nous, ce qu'on fait, c'est comme des diagnostics sensibles. On va voir tellement de gens, on frappe tellement à des portes tellement différentes que du coup, et on fait tellement la synthèse qu'on essaye tellement qu'elle soit la plus représentative de l'échantillon qu'on a su prélever, on va dire, que c'est un diagnostic qui, des fois, est abominable. Et donc, on a des élus qui sont venus nous voir en nous disant « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et donc, Georges avait sa réponse, il disait « Nous, c'est la patate chaude, hein. Vous vous débrouillez maintenant. » Et en fait, on s'est mis petit à petit à travailler avec un collectif d'architectes, paysagistes, géographes, maintenant ils sont designers aussi. Et en fait, ça nous a un petit peu soulagés parce que toutes les grosses problématiques qu'on soulevait, qui pouvaient frapper les spectateurs, là, elles étaient ensuite récupérées par des spécialistes qui allaient dire « Bon alors, c'est vrai, il y a un problème d'imperméabilisation, l'eau c'est une catastrophe, mais nous on va vous accompagner pour faire des parkings qui vont laisser passer l'eau, on va planter des haies, etc. » Et donc ça, c'était pas mal, parce que quand même, on fait du théâtre documentaire, donc on a un décalage artistique, poétique, etc. Mais quand même, c'est du document. C'est un peu leur vérité. Et donc, je voulais vous dire, on a une anecdote, encore avec le Verdon. Donc, c'est un truc dont vraiment, je suis super contente parce que pour moi, le théâtre, il a sa place là pour des trucs grinçants. Vraiment, il peut aider des fois à déclencher les discussions, parce qu'au fond, ce qu'il faut, c'est parler et surtout écouter et prendre le temps d'écouter même quelqu'un avec lequel on n'est pertinemment pas d'accord. Parce qu'au fond, on peut trouver des liens, on peut arriver à faire ensemble des choses communes et pas faire de l'entre-soi. Et donc, sur la question du loup, il se trouve, quand on était dans le Verdon, pour nous, on voulait absolument que cette question soit posée et que les gens l'éprouvent physiquement, que les spectateurs éprouvent cette question physiquement. Et donc, des habitants nous avaient donné un enregistrement d'une meute, du hurlement d'une meute qu'ils avaient capté un jour sur leur iPhone. Et donc, Fanny rentrait sur la scène avec un masque. Et donc, les gens, ils faisaient « Oh putain, ils vont en parler, merde !» Et voilà. Et donc, et elle s'arrêtait au milieu avec son masque et elle disait « Et le loup, on en parle ou pas du loup ?» Et elle passait. Bon, une seconde fois, de nouveau la meute. Là, les gens ils faisaient « Oh putain !» Non, encore. Et le loup. Et la troisième fois, elle ne disait rien. Et là, les gens riaient. Et donc, le fait qu'ils rient, après, ils venaient nous voir. Ils disaient oh, « Putain, vous nous avez fait peur. Hein ?» On a cru qu'on allait en parler. Et en fait, ils en parlaient, au fond. Ils en parlaient. Et si je fais le lien avec le loup, en tant que... Moi, j'ai un rêve, ça serait de faire le procès de l'écologie. Quand tu parlais du rêve, mais le procès de l'écologie en mode comme le procès du loup qui a été fait en Lozère et qui était un vrai faux procès où on entend vraiment les avis plus, les avis moins, les avis neutres, etc. Et ça nous a inspiré dans le territoire de Belfort un procès de la route, parce que vraiment, on travaillait avec ces urbanistes, géographes, etc. Et en fait, on voyait qu'on n'arriverait jamais à rien, ils n'arriveraient jamais à faire un projet de construction tant qu'on n'aurait pas soldé les crispations autour de la route. Et donc, on a fait un faux procès. Et donc, si j'avais un rêve, moi, ce serait avec des acteurs, voilà, de faire un vrai faux procès de l'écologie. Voilà. Bon. Ça me fait penser, pour ceux qui descendent régulièrement dans le Midi, le MUSEM organise tous les lundis soirs, le MUSEM, donc musée à Marseille, organise tous les lundis soirs les procès du siècle.
avec d'ailleurs metteurs en scène qui travaillent avec des citoyens le samedi d'avant et qui viennent apporter des témoignages à la barre. Donc moi j'étais lundi dernier, c'était est-ce que ce monde rend fou? Ce soir, quelle journée non? Lundi, ils étaient sur est-ce que tous les hommes sont-ils coupables? Ils sont sur des sujets très polémiques et la salle est remplie, il y a plus de 400 personnes, il y en a qui restent dehors, il y a beaucoup de jeunes. Donc la formule de faire exploser un peu les codes descendants, comme ce qu'on est en train de faire là, un peu une table ronde, des conférences. On a besoin aussi d'expérimenter, je pense, plein de formes, parce qu'en plus, quand on le fait, on voit les jeunes arriver dans ces formes-là. Donc voilà, je me permets une petite digression pour donner cette info-là pour ceux qui veulent. Kevin, au-delà des non pas du tout Kevin, pardon, Félix, au-delà des low-tech, tu as aussi mené des chantiers participatifs dans d'autres domaines. Et par téléphone, tu disais en fait à quel point le faire ensemble, le fait de mettre les mains à la pâte. Donc Kevin, c'est pour ça que je disais Kevin, on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais tu avais l'air de signifier qu'en fait il y avait une vraie demande citoyenne, il y avait vraiment quelque chose qui poussait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, alors, le low-tech, on l'associe, dans le cadre de la journée, on l'associe au milieu rivière, mais on peut parler de low-tech pour plein de choses. Nous, c'est hyper intéressant parce que, à l'origine, on travaille en milieu agricole, on s'est intéressé aux cours d'eau, en fait, assez récemment. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille cette question-là. On est allé se former aux États-Unis, tout ça, mais tout ça, c'est assez frais. Et en fait, on se rend compte que cette dimension low-tech infuse aussi dans nos propres pratiques d'accompagnement en milieu agricole. Donc déjà, c'est intéressant de voir que ça nous fait bouger nous-mêmes dans nos pratiques et que ça remet pas mal de choses en question. Enfin, voilà, on vient quand même d'une culture de l'aménagement avec du pétrole à tout va. Donc c'est intéressant aussi de continuer à se remettre en question et de pas cesser de se questionner là-dessus. Et oui, on sent que ça pousse. On sent que ça pousse de tous les côtés. Et du côté de la société civile, c'est clair et net. En milieu agricole, c'est un peu différent, mais on a beaucoup de demandes parce qu'on est un bureau d'études, mais sous forme associative. On est une association 1901, et donc on encadre régulièrement des chantiers participatifs. Et en fait, on s'en est éloigné. Un peu avec les années en se professionnalisant d'une certaine manière, en tout cas en ayant de plus en plus de projets à l'échelle de bassin versant où du coup on délègue une partie du chantier à des entreprises de terrassement et tout ça. Et on en revient un peu parce qu'on se rend compte aussi du potentiel de déploiement induit par, par des chantiers co-animés par tout un chacun. Et donc oui, on a envie de creuser cette question-là. C'est encore un peu à ses balbutiements aussi, donc c'est dur d'avoir du recul là-dessus. Mais on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Et juste sur les leviers d'action, on a souvent, je pense, ce réflexe humain de se dire par où je commence, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a aussi, je pense, on en est là parce qu'on a trop voulu faire rapidement et qu'il y a dans ces écoles-là du process-based, donc de fonder sur les processus, il y a aussi un regard du non-faire et de un moment lever les mains et de laisser, du coup, là en l'occurrence, la rivière agir et nous répondre. Ça peut être la même chose en milieu agricole avec des pluies et les prochaines crues, et de sortir l'anorak et d'aller sous la pluie en plein milieu de l'épisode au moment où on a le moins envie. Et du coup, presque une des premières choses, moi qui m'a été transmise et que j'ai envie de là aussi de retranscrire, c'est de ne pas faire, mais dans une posture d'observation qui est presque plus coûteuse pour nous. Nous les aménagistes humains, mais en fait par l'observation, on peut se rendre compte aussi de tout ce qui peut être toute la richesse du non-agir volontaire, quoi. Je pense par exemple à la plantation de haies. On se rend compte de la rapidité à laquelle des haies spontanées peuvent émerger à partir du moment où on lui laisse simplement de l'espace. Et voilà, il y a plein de situations dans lesquelles la non-action volontaire peut être très riche aussi et porter des fruits. Et du coup, et pour ça, on n'a pas besoin d'autorisation.
Administrativement, c'est c'est pas compliqué. C'est pas pour rien, j'imagine que le bureau d'études s'appelle Permalab, puisque l'observation, c'est vraiment les fondamentaux de la permaculture. Est-ce que ça a un lien peut-être avec ce que tu viens de partager? Tu veux dire Non, bah oui, le nom de Permalab à l'origine vient oui, Permaculture Lab, même si on s'en est éloigné, on hérite clairement de cette mouvance permacole d'une vision systémique, holistique du rapport à son environnement, ouais, c'est certain. Merci. Floriane, de ton expérience et puis aussi de celle de ta collègue dont j'ai mangé le nom, désolée, qui tout à l'heure nous disait c'était marrant de voir les quelques jeunes Français que nous étions avec un regard plus à dire on va laisser faire et le regard côté catalan plus interventionniste. On voit là, il y a déjà un changement de regard culturel. Et de par ta propre expérience à la fois d'avoir vécu et d'observatrice, par rapport à l'engagement citoyen et l'appropriation, est-ce que tu penses que ce type d'expérience que vous avez vécue, même si on a eu déjà un peu des réponses tout à l'heure, sont des choses qui permettraient de se déployer beaucoup plus largement sur les territoires, d'avoir un impact durable? Et si oui, comment tu envisagerais, par exemple, demain, ça y est, tu es embauché, et tu dois mettre ça en place le plus largement possible pour percoler ensuite jusqu'aux collectivités, c'est-à-dire faire remonter la politique par le bas. Comment tu t'y prendrais? Ok. Mon Dieu. J'en ai un peu parlé quand j'ai parlé de mon mémoire tout à l'heure. Je pense que le travail de fond, c'est pas forcément d'aller chercher des gens et de dire mais venez, ça va être super et tout. Je pense que le travail, il est à faire par la sensibilisation et l'éducation, donc ça peut arriver à tout moment dans une vie. Heureusement, on peut être éduqué et sensibilisé à tout âge, mais on sait bien que quand c'est plus jeune, c'est plus simple après pour la suite. Bref, je pense que c'est ce que j'expliquais, le vrai travail de fond, c'est de faire sentir aux gens qui sont légitimes, qu'ils ont le droit, et que l'écologie, ça les concerne, et c'est pas quelque chose de bourgeois, etc. Et pourtant, mon Dieu, qu'on veut nous le faire croire, et que effectivement, il y a une énorme problématique là-dessus. Mais je pense que la manière de faire la politique par le bas, ouais, c'est si on laissait les gens faire, mais malheureusement, je pense que les gens veulent faire, et je pense qu'il y a beaucoup de choses en place de mise, mais il y a tellement comme on a vu, de contraintes administratives, etc., qui mettent énormément de bâtons dans les roues. Et comme je disais, je pense que le premier bâton dans les roues, c'est le fait de, comme je disais, donc de pas se sentir légitime, et surtout comment dire, de se dire que c'est pas forcément la bonne manière de faire, etc. Tout à l'heure, vous avez posé une question à tout l'ensemble, mais il n'y a que Noémie qui a répondu, pardon, sur qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce que serait le premier coup de pied. Moi, pour répondre du coup à cette question, qui va venir répondre à la question que vous venez de me poser, ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, le premier coup de pied dans la fourmilière, et le plus important, je pense, c'est ce que je disais, c'est l'embourgeoisement de l'écologie, et d'essayer de repositionner la question, en fait, parce que là, pour l'instant, en tout cas, on a l'impression qu'on la donne, et l'écologie n'est exprimée que par la classe bourgeoise, etc. Et il y a tellement de choses qui se passent, et dans les quartiers populaires, et par d'autres conventions citoyennes, etc., ou que dans des réseaux d'entraide qui n'ont pas forcément de nom ou d'étiquette. Et ça me fait penser, j'ai moi aussi une anecdote là-dessus. En première année de master, on nous a mis nous étudiants masterants, on nous a mis à travailler sur un projet d'urbanisme de transition écologique dans les milieux urbains, qui s'appelait le POPSU. Et en gros, on nous a affiliés par petits groupes à des quartiers dits sensibles de la ville de Caen, et on devait aller dans ces quartiers-là et interroger des gens sur, par exemple, sur la sobriété. Le mot de l'année, c'était la sobriété. Et en gros, on a mis en place des guides d'entretien, etc. Et nous, on était sur un quartier qui était particulièrement, on va dire, compliqué, parce que c'était un quartier du coup qui était touché énormément par la pauvreté, qui avait
un gros pourcentage de gens qui étaient issus de l'immigration, etc. Et nous, on arrivait avec nos grands sabots, on est de l'université, dire vous pensez quoi la sobriété? Alors que c'est des gens qui étaient pour beaucoup soit au chômage ou qui étaient dans une situation de précarité, etc. Enfin, il y avait une violence symbolique qui était absolument folle. Et on nous a demandé, alors que c'était nos professeurs de sociologie, donc qui normalement sont au courant de ces questions-là, il y avait un projet de mettre des panneaux solaires sur une école, donc dans l'école du quartier, et ils voulaient qu'on fasse, nous étudiants, une enquête sur comment ce serait reçu l'idée, est-ce que les gens sont contents, etc. Et il y avait l'idée de faire que les habitants, en gros, investissent financièrement dans le projet, et en gros qu'à la fin leur récompense, en gros, au début, ça aurait été au début, nous avions dit ça en disant mais oui, mais s'ils investissent financièrement dans le projet, après peut-être qu'ils auront des réductions sur les panneaux solaires ou non, je sais plus, enfin, un truc très bancal. Et en fait, au final, ça s'est pas du tout fait. Et ils nous ont dit bah non, en fait, la récompense, ce serait, on a pensé à peut-être faire une statue et mettre leur nom dessus. Et là, on se dit mais je crois que vous vous rendez pas compte de la réalité du terrain finalement. Pourtant, vous êtes sociologue, vous devriez savoir quand même qu'il y a un travail de terrain à faire d'abord, enfin bref. Donc nous, on est arrivé là-dedans sans trop savoir ce qu'on faisait. On est arrivé avec nos guides d'entretien et puis voilà quoi. Donc on est allé voir des acteurs, on va dire, importants du territoire, donc en priorité dans les écoles. Et parce que du coup, le projet, c'était des panneaux solaires sur une école. Et en fait, déjà, le directeur de l'école n'était pas au courant. On a eu la chance de rencontrer une dame qui travaillait à l'école et qui, à côté, travaillait beaucoup avec les mamans de quartier, etc. Et eux avaient mis en place un jardin de l'amitié. Donc, ça s'appelle un jardin de l'amitié. Ils ont fait pousser plein de légumes, etc. Et qui soit donnaient aux gens qui étaient trop précaires pour pouvoir du coup s'en acheter, ou alors les revendaient, mais à prix cassé tous les vendredis matins. Et là, on s'est dit, mais comment c'est possible qu'on vienne nous dire vous allez voir, il y a des panneaux solaires, c'est super, alors qu'il y a plein d'autres projets comme ça à côté de gens de quartier qui se sont organisés par eux-mêmes pour de manière, qui ont des pratiques de subsistance en fait et qui se débrouillent par eux-mêmes parce que personne vient les aider quoi, en gros, et que on vient leur vendre des panneaux solaires comme le truc révolutionnaire et qu'on leur dit vous aurez un nom sur une statue, en gros. On vous donne le privilège, en gros, on vous donne une reconnaissance, regardez, enfin bref, c'était voilà. Donc juste pour dire, je sais encore une fois étalé, mais juste pour dire que je pense que le premier coup de pied dans la fourmilière, ce serait ça, ce serait de vraiment, il faut arrêter avec la bourgeoisie dans l'écologie et en général. Merci. Du coup, gardez en tête tous l'histoire du coup de pied dans la fourmilière parce que j'ai mis d'autres questions qui viennent au fur et à mesure. Donc si vous avez envie d'y répondre quand vous aurez la parole, répondez-y. Mais en même temps, je peux pas ne pas rebondir parce qu'entre le procès de l'écologie, entre désembourgeoiser l'écologie, comme les premières propositions et Somac, tu disais tout à l'heure dans ta table ronde que les mouvements naturalistes, écologistes ne sont pas exempts des rapports de domination, qu'on y constate aussi tous les phénomènes de burn-out, de souffrance au travail, etc. Du coup, j'ai envie de te donner la parole là-dessus en tant que philosophe sur peut-être le premier coup de pied qu'on aura à se donner, c'est à nous-mêmes et comment et qu'est-ce que ça pourrait apporter et qu'est-ce que ça pourrait venir déverrouiller. Et n'oubliez pas les autres questions auxquelles vous avez forcément envie de répondre dans un temps toujours très limité. Moi, je pense que fondamentalement, j'ai pas envie de donner de coups de pied. Plutôt éventuellement de mettre le pied dans la porte. Plutôt d'ouvrir un chemin vers un avenir désirable. Voilà. C'est un chemin à la fois humble, mais ultra ambitieux. Et j'ai envie de vous dire, si on a envie d'embarquer les gens, il faut qu'ils aient un gain individualisable et direct, tout de suite. Là. Et la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, il me semble qu'elle ouvre une voie. J'en dis pas plus là tout de suite. Juste de vous dire que pourquoi est-ce que j'ai envie de refuser le coup de pied dans la fourmilière ? Parce que je pense que nous l'avons assez fait. Voilà. On a la démonstration dans l'épaisseur de l'histoire. Nous l'avons assez démontré, ça suffit. Tout à l'heure, à la fin de la conférence, il y a quelqu'un qui m'a posé la question du devenir, parce qu'il serait déjà clos, fermé et une forme je qualifiais de catastrophisme, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre alternative.
Et c'est sûr qu'un peu plus de la même chose, ça donnera toujours un tout petit peu plus du même résultat. Et que l'avenir, c'est pour ça que je vous parlais de créativité tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on crée les conditions de la créativité tout en étant sécurisés ensemble. Autour de la notion de sobriété, souvent on a l'impression que c'est juste serrer la ceinture, et c'est pour ça que moi je mets la notion de prospérité avec. Avant de se serrer la ceinture, on va déjà se serrer les coudes. Donc c'est toute cette notion de comprendre que celles et ceux qui résistent, ça n'est pas nous, c'est le camp adverse, ce sont les forces adverses qui refusent cette poussée de l'énergie vitale et de l'élan vital. Et que nous, notre proposition, c'est plutôt une révolution copernicienne, dans le sens où ce sont les coordonnées de lecture de l'univers qu'on propose. Vous imaginez bien quand c'était la Terre qui était au centre de l'univers, ou tout d'un coup le Soleil au centre de la galaxie, on ne vit plus du tout les mêmes phénomènes de la même manière, alors que fondamentalement c'est la même expérience. Mais on se projette en fait dans un imaginaire qui est différent. Et cette notion de métamorphose, pour moi, elle est importante, parce que Kevin l'a dit tout à l'heure, c'est cette notion de chaos. Et quand la nymphe devient une chrysalide, il y a cette période qu'on appelle l'imago, où les cellules imaginales viennent attaquer le système immunitaire de la chenille avant qu'elle ne devienne une nymphe. Et si on ouvre les cocons, à ce moment-là, c'est totalement chaotique, on est incapable de lire ce qui s'y passe, en fait. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe au moment où la chrysalide apparaît, qui est l'accès à une dimension à laquelle on n'a jamais eu accès avant. Ce qui est aussi hyper important à comprendre, c'est à quel point sortir du cocon pour la nymphe, c'est difficile. Et si on découpe le cocon et qu'on laisse sortir la nymphe et qu'elle n'a pas eu à exercer la poussée nécessaire à la sortie de sa chrysalide, elle ne développe jamais les muscles nécessaires pour pouvoir s'envoler. Ça sera un papillon handicapé, en fait. Et de comprendre qu'autour de cette métamorphose, oui, c'est chaotique, oui, c'est difficultueux, oui, on a besoin de repenser les forces en présence et de les canaliser. En fait, ces rapports de force, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas envie du coup de pied dans la fourmilière ? Parce que les moyens de la violence ne sont pas de notre côté. Et moi, j'ai vraiment envie de nous inviter à construire avec humilité à partir de toutes petites choses comme ça. Et si on revient à la notion de commun, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est que la conflictualité, on la prend en charge à l'intérieur des processus de gouvernance. C'est profondément indéterminé et incertain, et c'est exactement pour cela que c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est à l'intérieur de l'indéterminé que nous pouvons nous autodéterminer, en fait. Et à la fois parce qu'on aura des producteurs, des mangeurs, des transformateurs, eh bien, vous allez avoir d'un côté l'alimentation trop chère, pas suffisamment rémunératrice, etc. Et de l'autre côté, les mangeurs précarisés qui vont se dire maintenant, en fait, on n'y arrive pas. Et autour de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, ce qui se passe, c'est qu'on va à la fois solvabiliser les mangeuses et les mangeurs, mais on va surtout mettre sous sécurité sociale tous les modes de production. Et donc, on va créer les communs de production de notre alimentation, évidemment tous les outils liés à l'agriculture, que ce soit le foncier agricole, les semences, les savoir-faire qu'il y a derrière, les incroyables compétences des agriculteurs, etc. Mais aussi la transformation, la logistique, la distribution, les lieux de consommation. Et on peut, à partir de cet endroit-là, vraiment construire une connaissance de cause de ce que sont les systèmes alimentaires, comprendre que tous les acteurs du système alimentaire, du début à la fin, sont maltraités dans leur travail. Et en fait, on ouvre, parce que je vous assure, il y en a tellement du travail, on sortirait de ces logiques de plein emploi, on rentrerait enfin dans une politique de plein métier, où chacun, en fait, aurait sa place. Est-ce qu'on a toutes et tous besoin de nous tuer le dos, l'esprit, le corps, à 35 heures semaine ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de travail, en fait, pour le partager ensemble et d'imaginer ce temps qu'on appelle l'osium ou la scolée. Et j'aime beaucoup ce terme osium qui veut dire loisir studieux. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, tout un samedi à être ensemble, à réfléchir et à penser. Et la société du négoce, c'est la société du négocium. Et on nous nie cette possibilité d'avoir du loisir studieux et créatif. Et créer plutôt des processus qui sortent de systèmes de croyances et qui nous placent dans la foi et dans la confiance. Ça ne va pas être simple, on ne sait pas. On va apprendre à échouer ensemble. Échouer non pas au sens de l'échec, mais au sens de la navigation. Entre l'endroit où on a décidé d'arriver et où nous arrivons, il y aura toujours un écart. Cet écart n'est pas une anomalie, ce n'est pas une erreur, c'est la vie elle-même. Et apprenons à échouer ensemble et à grandir dans cet écart. Merci Somak.
C'est toujours bien d'avoir une philosophe sous la main, hein, moi je trouve quand même. C'est toujours agréable. Kevin, tu veux passer après ça? On avait abordé, je te donne quand même une petite piste au cas où, la question des politiques publiques. Comment est-ce qu'ils peuvent accompagner? Tu n'es pas du tout obligé de partir. Enfin, pardon. Tu n'es pas du tout obligé de partir sur la politique publique si tout ce qui vient d'être dit t'inspire autre chose. Mais comme je me suis engagée à finir presque à l'heure en ayant démarré en retard, tu seras la dernière prise de parole avant quelques questions du public. Ouais, pas facile de passer derrière. Non, politique publique, je vais peut-être pas m'étaler parce que je pense que les services de l'État sont en train un petit peu de se trouver sur ces sujets-là. Donc, je pense que voilà, il y a des choses qui vont sortir. L'OFB réfléchit à ça, les DDT, etc. Moi, je vais rebondir un petit peu juste pour terminer sur ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est tout le rapport au vivant, et voilà, Baptiste Morisot a énormément écrit là-dessus, et il vient de Philippe Descola, la dualité, notre dualité, et je pense que ça a beaucoup été abordé aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un truc introspectif, en fait, c'est reconnecter avec notre vivant en nous, c'est-à-dire des choses aussi, des choses, comme je l'ai dit, intuitives, ou des choses un peu chaotiques, un petit peu... des choses qu'on n'a pas envie de voir, des côtés impulsifs, reptiliens, etc. Et je pense que moi je fais vraiment le lien, en tout cas dans mon propre parcours et ma connexion à la nature, je fais vraiment le lien dans ma propre introspection. Et je pense que toutes ces techniques qui reconnectent à la nature, c'est un petit peu pour moi une invitation à observer comment nous on connecte avec la nature, comment on se sent nous-mêmes quand on est dans la nature. Qu'est-ce qui est intuitif, qu'est-ce qui est émotionnel, qu'est-ce qui est plus dans le contrôle, dans le besoin de sécurité, etc. Donc voilà, c'était juste un dernier mot là-dessus. Merci pour le partage. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est faire finalement ce qu'a fait Somac tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre 3 questions d'affilée, 4 grand maximum, et ensuite de les faire tous s'exprimer sur un dernier tour de table. Comme ça, avec ça, on devrait être à l'heure. Il y a un potentiel de conférencier dans l'Assemblée. L'idée des questions, c'est d'être le plus concis possible pour qu'on puisse justement, et que ce soit si possible des questions, pour qu'on puisse redonner une dernière fois la parole à chacun des intervenants. Ils sont 5 et ils sont tous passionnants. Alors, une question, c'est juste votre avis, alors c'est plutôt pour Noumac, mais pour tout le monde éventuellement, sur la résolution de la tragédie des communs et sur le nouveau concept qui émerge après ça, qui est la dépossession fluide. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que ça vous parle? Pour dire en 2 mots, la dépossession fluide, ça veut dire que l'effondrement de la civilisation occidentale aurait déjà eu lieu. On serait déjà dépossédé de notre capacité à rentrer en contact avec la nature hydraulique, hydrique, et donc il faudrait attendre le renouveau annoncé. ok, oui. Oui. Autant il est intéressant de discuter sur des sujets qui sont des conséquences, autant il serait peut-être intéressant de discuter sur des thèmes comme le renversement des rapports de pouvoir et l'affaiblissement de l'esprit critique. Je suis âgé, à mon époque, avant la mentalité financière, avant la mentalité productiviste, avant la mentalité technocratique, avant et en même temps que la mentalité utopique, il existait quelque chose de pas compliqué qui s'appelait le bon sens. Et actuellement, qui est en charge de la promotion de l'esprit critique? L'éducation? D'accord, merci. Sur les rapports de pouvoir, Somac s'est déjà un peu exprimé, mais on va prendre en tout cas la question sur l'esprit critique et qui est devenu le bon sens. Une dernière peut-être, parce que ce sont des questions un peu costauds. C'est bon? On y va, parce que les questions étaient intenses, je pense que... Eh bien, à vous maintenant. Qui veut comme... Oui, vous êtes intense comme public. Sur la première question, j'ai rien compris, donc je vais passer à la deuxième. Non, mais moi, c'est ce que j'ai dit. Enfin, le bon sens, je pense que c'est vraiment le bon sens paysan, etc. Toutes ces expressions qu'on peut utiliser, je pense que c'est vraiment un savoir intuitif. Et c'est vrai que notre société, ce qu'on a discuté avec l'industrialisation, il y a beaucoup de choses. Enfin, Philippe Descola a beaucoup théorisé ça. On a pris un virage de société qui s'est coupé de ces savoirs-là.
Et donc, je pense que pour moi, personnellement, mon conseil, il ne faut pas attendre de la société ou de l'éducation ou de l'école qu'elle réapprenne ces choses-là. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'introspectif, c'est de trouver en nous-mêmes qu'est-ce qui est intuitif. Et finalement, enfin, moi, je fais le lien, quand j'ai étudié tout le bois en rivière, etc., en fait, je me rends compte que presque je savais un petit peu ces choses-là parce que j'avais vu des rivières en bonne santé avec beaucoup de bois, des barrages de castors, des choses comme ça. Je les avais pratiquées. Et en fait, de relire la littérature scientifique dessus, ça m'a juste réveillé presque un savoir que j'aurais pu intuitivement. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça avec lesquelles on peut reconnecter. Donc moi, j'invite à regarder un peu en nous-mêmes. Et des fois, c'est subtil, c'est-à-dire que des fois, c'est de l'émotionnel. On a envie de se faire prendre à des choses un peu ésotériques, etc. Mais des fois, entre l'intuitif et l'émotionnel, il y a de la subtilité. Donc, ouais, moi, c'est un peu l'invitation que je reformule. Vous voulez passer avant moi? Non, non, ça va, ok, pardon. Sur la notion de tragédie des communs et de cette déposition des fluides, en fait, ce sont toujours des régimes de croyance. Et Kevin, il l'a dit plusieurs fois. Alors, moi j'aime pas tellement cette terminologie de bon sens. Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais en fait, oui. Parce qu'en fait, la question des sens, c'est quelque chose qu'on cultive et qui s'expérimente, en fait. C'est vraiment cette notion de l'expérience et quelle place nous laissons, en fait, au champ expérientiel. Et dès qu'on est dans quelque chose que je vais qualifier de pragmatique, eh bien, cette expertise d'usage, quelle expérience, elle est disqualifiée. On n'est plus légitime. Je crois que ça a été dit aussi, ce sentiment de légitimité. Mais comment est-ce qu'on fait si on doit avoir que des experts avec nous, en fait? Ça ne va pas être possible. Et la question n'est pas celle de l'expertise. J'ai presque envie de faire un pas de côté, un peu poétique. Moi, je peux vous raconter qu'est-ce que c'est que tomber amoureux et vous lire des poèmes, vous faire voir des séries, des livres et des romans. Je veux dire, mais à un moment, il va quand même falloir tomber amoureux. Et cette notion de l'expérience, et les Allemands ont deux termes, c'est Erlebnis et Erfahrung. Erlebnis, c'est cette expérience vécue qui est absolument indicible et pourtant que nous pouvons partager dans l'expérience Erfahrung lorsque on la met en mots. Et juste de dire que les communs, c'est juste que nous ne les pratiquons plus. Donc la question du bon sens, ça n'est pas tellement comment est-ce qu'on réactive l'analyse critique, parce que moi, je n'ai pas envie de parler d'esprit critique, c'est vraiment l'esprit analytique et donc la capacité d'avoir une analyse critique. Eh bien, elle se fonde à partir de l'expérience, dans les deux sens du terme. C'est à la fois parce qu'on le vit et de ce vécu, de ce savoir expérientiel, en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'un savoir théorique, académique, scolaire qui est en train de qui se crée. Pour moi, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est que le bon sens, il est profondément normalisé, standardisé, conforme, et c'est ça, en fait, le risque fondamental. C'est de se dire que on doit rentrer en conformité, en standardisation, en normalisation, et on n'a plus cette possibilité à la créativité et de se dire, mais nous sommes dans des contextes situés. Ça n'est pas la même chose, les États-Unis et l'Europe. J'ai envie de vous dire, le nord de l'Ardèche et le sud de l'Ardèche, ça n'est déjà plus la même chose. Donc, comment est-ce qu'on comprend qu'à partir de cela, il y a des choses qui sont à vivre et à expérimenter et à négocier, parce que nous n'allons pas être d'accord non plus dans nos bassins versants. Et donc, cette tragédie, pour moi, elle est beaucoup plus sur cette aspiration à une espèce de jugement normatif. Comment est-ce qu'on sort des champs de ces jugements normatifs? Et donc, à partir de là, comment est-ce qu'on rentre en discussion? Et cette question, elle est hautement morale, en fait. Elle est hautement politique. Et j'ai envie de terminer là-dessus. Parce qu'on a parlé justement des rapports de domination. Eh bien, les personnes qui ont le plus à nous apprendre des rapports de domination, ce sont les personnes opprimées. Elles ont un savoir expérientiel et intime que nous ne connaissons pas. Mais en réalité, nous le vivons tous, même quand on est un homme blanc, cisgenre, de plus de 55 ans, hétéro. Lui aussi, il vit des phénomènes d'oppression. Et souvent internalisés, et qui fait plutôt du coup subir aux autres, mais quand même, il y a quelque chose de culturel, de social, de sociétal dans lequel il est inscrit et qui lui fait aussi violence. Parce que nous sommes profondément malheureux. Et moi, je pense que c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de vous dire, la joie, ça n'est pas ne plus être triste.
Nous allons continuer à vivre des deuils, à enterrer nos aïeux et nos êtres aimés, à devoir quitter des gens parce que nous déménageons, etc. Et c'est la vie. Et pourtant, il y a la possibilité, malgré tous ces deuils, si nous les menons de manière qualitative, à investir quelque chose de vivant et donc de joyeux dans nos vies. Et ça n'est vraiment pas quelque chose qui va être facile. Ça n'est vraiment pas quelque chose qui va être simple. En fait, ça va continuer à être complexe, ça va continuer à être difficultueux, parce que ça n'est pas non plus difficile, c'est autre chose. Et on peut en fait porter la conséquence de nos actes, de nos choix. Et je crois que c'est ça le plus difficile aujourd'hui, c'est que d'autres prennent des décisions pour nous. J'entendais ce matin quelqu'un qui disait « Bah moi, qu'est-ce que j'en ai vu en 40 ans, des préfets passer, ils restent là 5 ans, ils repartent. » Ils ne subissent jamais aucune conséquence des choix qu'ils ont imposés aux autres. Eh bien, laissons-nous la possibilité de porter des choix et de les vivre nous-mêmes, de les expérimenter et de piloter à l'intérieur de ce truc-là, en ayant la conviction que nous allons continuer à nous tromper, à errer et à échouer. Mais c'est profondément vivant. Donc, plutôt que de se dire « on n'aura plus jamais peur », c'est plutôt « nous continuerons à avoir peur » et c'est plutôt sain d'avoir peur, mais nous allons pouvoir quand même le faire dans la confiance. Nous continuerons à vivre normalement, nous continuerons à vivre tout simplement, c'est ça. Voilà. Ça va pour vous Ah, quand même, il y en a un qui se... Je vais plus... Mais merci de ta proposition de nous avoir passé le micro avant, c'est quand même... on aurait peut-être dû l'accepter quand il était encore temps. Non, mais c'était rebondir sur ce truc du bon sens. Ouais, alors je zappe la question des communs, mais c'est quand même quelque chose, c'est pareil, qui est dévoyé hyper facilement, qui est réapproprié hyper facilement, la question du bon sens. Nettoyer les cours d'eau les cours d'eau de son bois mort, ça peut paraître pour du bon sens, en fait. Enfin, de voir qu'il y a une embâcle qui se forme, le niveau d'eau monte, ça déborde dans la parcelle ou dans une rue, il faut curer pour que l'acheminement de l'eau soit plus fluide, c'est du bon sens. Donc pour moi, c'est un peu à double tranchant la question du bon sens, et j'ai l'impression que le bon sens paysan était plutôt fondé sur l'observation que sur un espèce de bon sens abstrait qui peut être réinterprété de mille façons. Je veux bien juste rajouter un mot autour. En fait, dans la notion du bon sens et du champ expérientiel, c'est vraiment le caractère empirique. On a été dépossédé en fait de l'empirisme. Et quand j'en avais discuté avec Anne dans la voiture, je lui disais de plus en plus, les peuples autochtones sont en train de parler de indigenous science, donc de sciences indigènes, et de dire que ce savoir expérientiel, en fait, cette observation multiséculaire, millénaire, en fait, elle a une probité. Et quand on est en train de travailler sur des fouilles archéologiques et ce qui se passe, par exemple, au sud de l'Espagne, du côté d'Ameria, eh bien, ils sont en train de redécouvrir des canaux d'irrigation ancestraux qui ont plus de 1000 ans et qui ont fonctionné pendant 1000 ans. Et on a fait de cette zone désertique, en fait, des oasis. Et il y a un proverbe saharien que j'aime beaucoup. La différence entre le désert et un jardin, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. Et c'est le fait que nous cultivions. Et en fait, à chaque fois qu'on a des approches qui disqualifient l'homme comme étant légitime à vivre dans la nature, ça n'est pas comprendre la nature première de l'homme qui est profondément naturelle. Je voulais remercier. Vous pouvez applaudir tous nos intervenants. Annoncer peut-être le spectacle du collectif Petit Pois Princesse, mais je voulais d'abord remercier particulièrement Noémie qui m'avait dit pas être très à l'aise avec cet exercice et qui est venue un peu à contre-cœur, je crois. Et merci de ta présence et de ce que tu as apporté. Je pense que c'était hyper important et hyper à propos. Voilà, donc un big up spécial pour Noémie parce que c'est pas facile de prendre la parole quand on se produit plutôt en spectacle. Donc merci d'avoir joué le jeu, merci. Merci à la Frapna Warrior pour cette journée incroyable. Et bah oui, allez.